Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Jean-Dominique qui représente BioValley et moi-même qui représente France Biotech pour ce troisième webinaire sur la filière organoïde et organes sur puce. Je crois qu'on va attendre peut-être une ou deux Oui, minutes parce que je ne sais pas combien il y a de connectés encore. Voilà, 30, 32, et puis on avait une petite centaine d'inscriptions. Bon, on est très content de vous accueillir ce matin. Le dernier webinaire était il y a 1 mois et demi, si mes souvenirs sont bons. C'était en mars. En mars. 2 mois presque. Et donc l'idée, c'est de poursuivre un peu cette série de webinaires pour vous tenir informé des évolutions de la filière, de nos travaux, des groupes de travail, tous les mois et demi, 2 mois. Donc vous avez toujours le chat pour poser des questions. On prendra des questions en offline, mais pas en direct. Mais... Voilà, merci d'avoir mis le programme qu'on va afficher dans 2 secondes. Parfait. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. On va attendre encore 30 secondes. Oui, tout à fait. Alors l'événement sera enregistré, donc les personnes qui n'ont pas pu se connecter recevront le replay si c'était inscrit au webinaire. Et peut-être qu'on fera comme la dernière fois, on enverra le replay à toutes les personnes qui étaient inscrites dès la première session, comme ça les gens peuvent avoir la suite des webinaires. Et comme vous le verrez, on n'a pas finalisé complètement certains. Enfin, il y a des finales sur les axes de maturité qui ne sont pas terminés, donc il faudra certainement qu'on fasse un autre webinaire avant l'été pour pouvoir avoir le panorama complet de ce qui a été lancé. Bon, je propose qu'on avance. On démarre, vas-y. Allez, super. Donc, je vais commencer, après je te laisserai la parole, Jean-Dominique, évidemment, sur les points, donc un peu le point d'avancée de la filière. Pour rappel, la filière française des organoïdes, des organes sur puce et s'inscrit dans un continuum entre les différents modes de financement étatiques avec les priorités qui sont fixées par notamment l'AIS. Donc, il y a une intrication entre le PEPR MEDOC qui va donner un gros coup de boost au monde académique pour faire augmenter des projets de niveau de TRL 1 à 5 et l'avenant qui a été signé avec la filière industrielle va prendre le relais entre TRL 4-5 pour aller remonter les besoins des industriels auprès des différentes instances. Donc, nous sommes largement soutenus par les différents ministères. Une intrication qui devient de plus en plus évidente, je crois qu'il y a Juliane qui est connectée aujourd'hui, avec l'Agence Innovation Santé, dont je vous rappelle que la troisième priorité stratégique est bien l'émergence de méthodes alternatives des organoïdes, des organes sur puce, le tout étant supervisé par la FEFIS, la Fédération Française des Industries de France, avec Catherine Bourrienne notamment. Donc, pour rappel, la France investit énormément dans les organoïdes et les organes sur puce, avec des initiatives amont et aval, qui va donner lieu à des méthodes de financement à la fois académiques et industrielles. Donc, pour rappel aussi, en ce qui concerne la filière française, donc nous avons plusieurs grands projets que nous avons initialisés avec Jean-Dominique et les membres du comité stratégique qui forment cette filière. Pour rappel, la cartographie avec l'identification de l'ensemble des acteurs. Jean-Dominique en évoquera un tout petit peu après le détail avec l'annuaire de BioValley mis en ligne. La feuille de route et les projets pilotes avec les différents axes de maturité qui est principalement l'idée par Netri. Et 3 autres projets dont on va commencer à ouvrir le détail avec le contrat cadre AMSM des instances réglementaires. Comme je vous l'ai dit, l'AIS est notre vrai pont d'accès et travaille en main dans la main avec la NSM pour arriver à des réflexions et des feuilles de route pour qu'on puisse avoir un cadre réglementaire d'acceptation de ces nouvelles méthodes technologiques. L'annulation communauté de la veille, ce que l'on fait aujourd'hui, et probablement avec aussi des white papers qui seront diffusés plus tard, des animations d'outils de veille technologique et de veille scientifique, des formations, des programmes qui seront donnés au sein de la filière, mais même des recommandations qui seront données pour des programmes de formation. Et évidemment, l'accès aux cellules souches, qui est notamment avec Mazen sur la partie
IPSC et accès industriel aux cellules souches. Et donc, nous vous le rappelons, nous recherchons activement des animateurs de projets. Nous avons été sollicités assez fortement d'ailleurs par des industriels récemment dans le cadre de faire participer à la filière et donc d'identifier, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos envies d'être un peu leader et moteur sur ces différentes thématiques. Jean-Dominique, je te laisse la parole. Oui, donc on avait démarré il y a quelques années de mettre la mise en place d'un annuaire qui permettait d'identifier les acteurs au départ plutôt organes sur puce et maintenant on a étendu aux organoïdes. Donc cet annuaire qui est disponible sur notre site, on va essayer de trouver un moyen pour qu'il soit accessible d'une façon plus visible à tout le monde. Donc depuis le début de nos webinaires, j'ai reçu plusieurs d'assez nombreuses demandes de participation à notre annuaire, sachant qu'il y a des annuaires, comme vous le savez, des annuaires GDR organoïdes, il y a des annuaires locaux. Donc, on essaye, nous, d'avoir un annuaire un peu supranational qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 100 personnes. Alors, c'est personnes et entités référencées, sachant que parfois, dans certaines entités, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur des thématiques légèrement différentes qui sont inscrites dans l'annuaire. En gros, on a 5 grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire 3, 16 biotech et plus de 75 équipes publiques qui représentent le CEA, l'INSERM, CNRS, universités, CHU, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des gens qui sont dans le développement technologique, ce sont essentiellement les biotech, mais pas que. Le développement de modèles biologiques, là, on a les biotech et des académiques. Les utilisateurs, c'est essentiellement les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, mais il y a aussi des labos académiques qui sont utilisateurs de modèles, les CHU aussi. On a la formation. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui prétendent faire de la formation. C'est un critère qu'on a mis très récemment dans notre annuaire, donc on va essayer de le remettre à jour. C'est-à-dire un point qui est important, c'est que notre annuaire se veut vivant et ce serait bien que les personnes qui sont déjà dans l'annuaire jettent un œil sur les critères et sur les définitions qui sont présentées pour leur équipe et de vérifier si c'est bien à jour parce qu'il y a des personnes qui partent, il y a des sujets qui évoluent. Et on commence à avoir des équipementiers, donc des grosses boîtes, donc comme des gros industriels, comme le précisait Thibaut, qui commencent à être intéressés à participer à notre annuaire. Donc, on commence à avoir de plus en plus, c'est vraiment des gros industriels qui proposent soit des kits de test, soit des équipements de base et qui commencent à s'intéresser à la technologie d'organes sur puce, qui, comme le rappelait Thibaut, devient très, très visible au niveau national et international. Donc, c'est vraiment en ce moment une grosse vague qui arrive. Donc, pour moi, c'est à peu près tout. Donc, je rappelle que notre annuaire, si vous souhaitez participer à l'annuaire, donc je pense que les personnes qui sont en ligne doivent être déjà plus ou moins dans l'annuaire, mais n'hésitez pas à me contacter. On vous envoie une fiche de renseignements à remplir. Et à partir de là, votre fiche est visible dans les 2 ou 3 semaines qui suivent la réception de vos renseignements. Donc la suite. Donc quelques points d'avancement sur justement l'identification, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'on doit bien identifier. Il est important que tous les acteurs de cette filière, donc tous ceux qui sont inscrits sur l'annuaire de BioValais, puissent renseigner de nouveaux champs qui vont apparaître, et notamment sur cet appel à manifestation d'intérêt pour, au-delà de dire je veux faire partie de la filière, d'aller un peu plus loin, dire je veux faire partie de la filière dans tel sous-segment de projet. Donc, je vous rappelle, on a identifié un certain nombre on essaie de faire des grandes regroupements de secteurs d'activité qui va constituer des sous-groupes de travail techniques, donc ici au nombre de 5, et dans lequel vous pourrez vous reconnaître. Donc, nous vous demandons, une fois vous aurez reçu les slides, de répondre à un questionnaire ou de nous envoyer un email ou d'aller sur le site de BioValais France, en tout cas de vous faire connaître de quel groupe de travail vous estimez faire partie. Encore une fois, nous ne connaissons pas le détail de chacun de vos activités, qui sont aussi pas forcément publiques. Donc, n'hésitez pas à nous dire, je souhaite faire partie du groupe de travail fournisseur, équipement, microscopie. Ce qui nous permet après de constituer des groupes, de vous mettre en relation, de vous donner des prérogatives, notamment en termes de veille technologique. Alors, encore une fois, ça ne redemande pas un travail phénoménal. Je pense que c'est peut-être 1 heure
par mois ou tous les mois et demi de discussion avec ce groupe qui permet d'animer, de faire remonter au COSTRA des prérogatives en disant attention, warning, tel concurrent ou telle filière internationale ou telle technologie se développe, soyons vigilants. C'est important que que vous nous remontiez toutes ces informations de façon à ce qu'on puisse diffuser ces informations au sein de la filière par la newsletter de BioValley, hein, évidemment, ou par d'autres méthodes, et surtout que nous puissions faire des recommandations après au niveau étatique. Donc, merci de bien vouloir vous faire connaître comme tel. Et dans le compte-rendu, nous vous indiquerons la meilleure manière de le faire, encore une fois, mail, annuaire ou formulaire auquel vous nous donnerez accès. Un point sur le projet, le deuxième projet sur lequel nous focalisons, c'est l'axe du maturité des organes on-chip et organes surplus, des organoïdes et organes surplus. Serge Roux, qui est pilote de ce projet, ne pouvait pas être présent aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vais commencer et qui va surtout être appuyé par Benoît, qui est un peu plus dans l'opérationnel sur ce projet. Quelques rappels. Nous avons proposé de façon à identifier les projets pilotes que nous pourrions recommander auprès des instances réglementaires pour vraiment arriver à convertir d'ici à 2 ans des vrais use cases qui permettront de montrer à l'NSM que les organoïdes et les organes surplus ont un intérêt dans les phases précliniques. Cette méthodologie est participative, à savoir générer un panorama de la maturité des organoïdes et des organes surplus, donc ça c'est, et choisir des pilotes à promouvoir. Donc comment nous avons fait? Nous avons proposé 3 axes de maturité. Un axe de maturité système, SRL, un axe de maturité biologique, BRL, et un axe de maturité de contexte d'utilisation, URL. Encore une fois, jusqu'à présent, ces 3 axes n'ont pas forcément d'échelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de meilleur ou de moins bien, c'est une question de maturité, donc il n'y a pas d'échelle sur chacun de ces axes. N'hésite pas à me complémenter ce que je dis à chaque fois. Et donc l'idée, au final, c'est d'arriver à positionner et à nous donner une matrice tridimensionnelle en fonction de ces 3 axes, de façon à pouvoir positionner idéalement le projet pilote ou les organoïdes, les organes surplus qui sont disponibles actuellement dans ce point de cube qui est aux extrémités des arêtes, au plus, sachant que bien évidemment, en fonction des réponses de chacun, les différents axes ou les différentes technologies ou les différentes maturités vont positionner un ensemble de points et de nuages qui va nous donner, un peu sur cette même titre-là, des orientations stratégiques sur là où en sont les technologies d'organoïdes et d'organochip. Et ce qui va nous permettre, sur différents segments de marché, de pouvoir identifier, avec les membres du comité stratégique, sur des critères que nous sommes en train de définir et qui sont bien évidemment publics, des projets pilotes à recommander au sein des technologies accessibles en France. Alors, comment est-ce que cette méthodologie est déclinée et où est-ce qu'on en est? Je pense que la dernière fois, Serge, vous avez présenté ce même bubblegram dans lequel nous avions donc décidé de lancer ce projet. Définition des XRL, donc ça c'est fait. Définition des segments de marché par le comité stratégique qui est en train de se faire. Des critères de recommandation pareil et la finalisation des acteurs. Aujourd'hui, nous sommes bien avancés puisque nous avons pu lancer les différents championnats, puisqu'il appelle comme ça, de façon à pouvoir faire confronter les différentes idées entre les 74 personnes qui ont été retenues. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lancer la prochaine étape d'ici à mi-juin et de pouvoir faire en sorte de faire ces projets de recommandation d'ici à Q3 2024. Alors, si on va un peu dans le détail, de là, on est les livrables de ce groupe de travail. Je vous rappelle ce que nous appelions XRL, donc c'était sur la fameuse échelle qui avait été donnée par la NASA pour donner le niveau de maturité de lancement d'un lanceur, de 1 à 9, avec, bon, ça c'est des choses qui sont très classiques maintenant, mais des principes observés, rapportés en laboratoire, qui sont au niveau de TRL1, donc très dans le monde des idées, jusqu'à arriver à un monde beaucoup plus opérationnel, réaliste et industrialisable, donc confronté aux techniques actuelles et aux techniques d'industrialisation TRL9. Donc on a repris un peu cette idée en adaptant et en donnant pour chaque niveau XRL, donc TRL technologie dans le cadre de l'axe de maturité technologie pure, BRL biologie et URL pour les usages. Nous avons repris un peu cette idée. Et donc l'idée c'était de pouvoir définir justement cette échelle d'XRL en fonction des 3 axes, parce que bien évidemment elles n'étaient pas communes,
en faisant appel à cette communauté de personnes donc, dans la filière qui ont manifesté leur intérêt et en lançant un système de championnat. Donc les championnats consistent, enfin idéalement on aurait pu mettre toutes les personnes dans la même salle et puis on arrivait 2 heures plus tard à voilà ce que c'est les XRL. Sauf que faire coïncider 30 personnes au même jour, même date, c'est pas forcément évident. Et puis ça demande aussi un certain retour, un certain système de réflexion pour qu'on arrive à l'objectif finalisé, que ce soit surtout consensuel avec l'ensemble des acteurs pour que cette échelle soit de manière unanimité adoptée. Donc, on a fait un système de championnat dans lequel des binômes ont été identifiés au démarrage et qui arrivaient à s'entendre de façon à pouvoir donner dans les quarts de finale, huitièmes de finale, d'autres binômes qui puissent arriver à se mettre d'accord. Voilà, c'est exactement l'exemple ici. Donc, les 16e de finale, c'était l'ensemble des individus qui ont pu après être regroupés par binôme et puis par trinôme pour confronter jusqu'à ce que le niveau de définition XRL soit la plus consensuelle possible. Ce qui va donner à la fin de cette sortie la finalisation des actes de maturité de façon à pouvoir classer in fine les technologies. Alors, quelques résultats puisqu'on a eu la finale de l'axe système. Peut-être Benoît, tu peux peut-être reprendre parce que tu es peut-être un peu plus dans l'opération. Donc, juste pour préciser 2-3 petits points rapidement à avoir en tête. Donc, dans chacun des sous-groupes, il y avait des représentants des différents secteurs qui étaient présents dans la filière. Donc, à savoir des personnes du milieu académique, des personnes qui développent ces technologies et aussi des end-users comme des industries pharmaceutiques. Donc, du coup, comme l'a dit Thibaut, il y a eu 3 championnats qui se sont déroulés en parallèle. L'axe de maturité système a terminé, la finale a eu lieu. La finale pour le contexte d'utilisation est dans 2 jours et avant fin mai, il y aura la finale de l'axe biologique. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir discuter un petit peu plus de l'axe de maturité système et donc de manière très similaire à ce que l'on peut voir sur un TRL classique, l'accord qui a été trouvé entre tous les participants de l'axe de maturité système a permis de définir une échelle qui va, encore une fois, de 1 à 9. Vous pouvez voir, c'est sur le slide, on va les parcourir ensemble petit à petit. Donc, allant 1 du principe et objectif de base qui sont décrits, donc vraiment le fait de déterminer un besoin et donc de devoir commencer une phase de développement pour pouvoir répondre à son besoin, en allant jusqu'au TRL, au SRL 9 qui, lui, est le fait que la solution est disponible de manière commerciale. Donc, comme je l'ai dit, de manière très similaire à ce que vous pouvez voir sur un TRL classique, il y a plein de petites étapes et plein de petits requis pour être capable de pouvoir se situer dans les différents axes. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être capable de le faire assez précisément et d'avoir quelque chose d'assez objectif parce que c'est la façon dont on va pouvoir cadrer les réponses aux sondages qui auront lieu et dont le questionnaire va être lancé début juin. Donc, on commence donc avec un niveau de base qui est vraiment, comme je l'ai dit, le fait qu'un besoin ait été identifié, qu'une idée ait émergé et que du coup, tout ce qui est éléments, idées et concepts de base sont bien décrits, mais ne sont pas encore mis en œuvre. Donc, ça peut être le résultat d'audit académique ou d'audit client, par exemple. Une fois que ceci est fait, on peut passer au SRL 2. Au SRL 2, du coup, on commence à entamer la phase de développement avec des schémas de principe qui sont réalisés et surtout une idée très précise des technologies qui existent ou théoriquement associées avec le besoin qui a été fait. Donc, ça peut être au travers d'un screening de la littérature, des brevets, de savoir-faire, etc. Les fonctions critiques vraiment sont très bien identifiées, les principes de mesure sont décrits théoriquement. On passe ensuite au SRL 3. Donc, c'est là au moment où les principes de base sont démontrés de manière indépendante. Comme vous l'imaginez, étant donné que l'axe de maturité système, ça regroupe à la fois la partie technologie hardware, mais aussi la partie technologie software, il peut y avoir plein de blocs différents qui se retrouvent à être développés, à être définis et mis ensemble ensuite. Donc, la façon dont on propose au niveau de cette approche, c'est de vraiment considérer le fait que plusieurs de ces blocs peuvent être adressés au début de manière indépendante. Donc, chacun des principes de base de chacun des blocs peut être démontré de manière indépendante. Donc, il y a les fonctions physiques critiques qui sont démontrées par des prototypes, par exemple, que l'on peut générer par impression 3D ou à travers d'autres technologies. Et les chaînes de mesure sont bien identifiées. Une fois que ceci est fait, on peut passer sur le 4e niveau, où justement, on va regarder vraiment la partie fonctionnelle et de chaque élément constitutif
et être sûr que l'on soit en mesure de faire en sorte qu'il soit opéré par l'équipe de développement. Donc, vous allez voir dans la façon dont l'échelle est faite, il va y avoir plein de paliers. On commencera donc avec l'équipe de développement en environnement de développement et ensuite on pourra passer avec des personnes extérieures dans l'environnement de développement avant d'être dans une situation réaliste d'utilisation. Donc, le 4 est vraiment centré autour du fait que c'est un environnement de développement et c'est les personnes qui font développement qui mettent en place les différents éléments de manière indépendante. À ce niveau-là, il peut commencer à y avoir des petites interactions avec les autres axes d'une certaine manière. Une biologie simplifiée peut être utilisée pour arriver à prouver certaines fonctions. On fait assez attention lorsque les axes commencent à se rapprocher parce qu'il faut qu'on les garde les plus orthogonaux possibles. Sinon, on va induire un biais. Et ce biais ne va pas nous empêcher d'avoir une classification des projets qui soit véritablement pertinente. De là, on peut passer donc du coup au 5e niveau. Et comme je voulais, et donc encore une fois, on prend ces différents petits blocs, on les met ensemble dans un système qui est cohérent. On reste toujours dans l'environnement de développement avec l'équipe de développement, mais maintenant, ce n'est plus un ensemble de choses qui fonctionnent de manière indépendante, mais toutes ces choses se regroupent pour faire un ensemble qui est cohérent. On commence aussi à ce niveau-là à réfléchir à l'environnement réglementaire de l'application, parce que ça peut induire beaucoup de contraintes ou d'obligations. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à y réfléchir vraiment lorsqu'il y a vraiment le dessin de la solution finale et complète. Je me permets de rajouter au passage, c'est l'axe de maturité système est bien le système d'organoïdes, d'organes sur puce, ce qui est différent de la biologie ou de contexte d'usage. Exactement. Et donc, s'il sera intéressant d'avoir vos retours éventuellement dans les questions, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Est-ce que vous arrivez à vous identifier, est-ce que vous développez un système, est-ce que vous arrivez à identifier et que c'est relativement clair pour vous? Si vous avez besoin des voies d'amélioration, n'hésitez pas à nous en faire part. Non, c'est très bien. Niveau 6, du coup, on commence justement à ouvrir un petit peu ce champ d'utilisateurs et c'est le moment où, tout en restant dans l'environnement de développement, on commence à intégrer des utilisateurs externes. Donc, ça peut être des personnes d'une autre équipe de la même entité qui développe, ça peut être des personnes extérieures en partenariat. Et donc, c'est le moment où on va commencer à mettre en place les premiers modes opératoires et être sûr qu'ils sont capables de générer, qu'en gros, le résultat et l'utilisation peut être répété par d'autres utilisateurs qui, eux, ne font pas partie de l'équipe de développement et donc n'ont pas forcément toute la connaissance du détail de comment on est arrivé à développer tous les blocs, etc. Une fois que ceci est fait, on peut passer du coup au niveau 7 et qui, de manière incrémentale, comme expliqué précédemment, on passe donc dans l'environnement externe. Donc là, les modes opératoires sont écrits. On prend un environnement externe qui représente un environnement d'utilisation normal. Donc, en fonction de la technologie, ça peut être des laboratoires d'analyse, une branche R&D d'une industrie pharmaceutique, des hôpitaux. C'est vraiment très dépendant en fait de l'utilisation qui est prévue de la technologie. Et on démontre que son utilisabilité est robuste avec des bêta-testeurs. L'environnement réglementaire, à ce niveau-là, il est pris en compte très fortement dans la réalisation. Parce qu'il peut y avoir de vraies contraintes, que ce soit au niveau de normes qui peuvent exister, mais aussi de d'autres réglementations, comme par exemple le RGPD. Une fois que ceci est fait, on passe donc au niveau 8, qui est vraiment le début de la forme commerciale de la technologie. Donc, le système, il est vraiment sous sa forme commerciale, mais on n'est pas encore en mesure d'avoir un système de production qui est défini et maîtrisé. Donc, ça reste d'une certaine manière un petit peu R&D, même si le produit en lui-même est sous sa forme commerciale, mais il n'y a pas encore eu le transfert technologique vers une instance de production pour arriver à le produire en gros volume. Et c'est là où ça vient justement du coup dans le dernier axe, qui est l'axe 9, qui est vraiment l'échelle commerciale complète, où le transfert technologique a pu être réalisé entre des départements R&D et des chaînes de production. Les procédés sont validés et certifiés pour la mise sur le marché. Les chaînes de mesure qui sont utilisées par les logiciels ou applications commerciales, si nécessaire, sont bien définies. Et la solution est disponible pour tous les utilisateurs qui pourraient en avoir besoin. Donc, j'ai été assez rapide sur la description des différentes étapes parce que ce n'est pas forcément très intéressant que je m'y attarde très précisément à l'heure actuelle, sachant que du coup, vous pourrez
les relire, que ce soit par la rediffusion du webinaire ou en ayant accès aux slides. Et donc, du coup, comme expliqué avant, ça, voilà, il y a eu trois grands axes qui ont été, trois axes de métier qui ont été explorés. Ça, c'est l'axe vraiment système, donc technologie, hardware et software. La finalité a eu lieu. Et comme expliqué, comme mentionné précédemment, les prochaines étapes, c'est donc la finale de l'axe d'usage qui a lieu jeudi, la finale d'axe biologique qui est planifiée avant fin mai. Et à partir de là, on va pouvoir justement avoir le cadre qui est nécessaire pour pouvoir lancer les questionnaires courant juin lors d'un webinaire associé. Merci Benoît. Je vous en prie. Alors, juste un point, c'est clair que au niveau des axes, là, on a 9 niveaux pour l'axe maturité système. Il est fort possible que pour les autres axes de maturité, on n'ait pas 9 niveaux. On avait mis de 6 à 9. Et donc, notamment, je crois que pour l'usage, après ce que j'ai vu, il y a peut-être un petit peu moins de niveaux. Mais bon, je pense que c'est… Alors, c'est vrai que l'axe, on s'était mis de 1 à 9, 9 étant ce qui est utilisé dans le TRL à l'heure actuelle. Et de manière, c'est pas vraiment surprenant que du coup, pour la partie technologie, donc système, on soit très proche en fait du TRL classique, puisque c'est la chose qui se traduit le mieux. Pour la biologie et l'usage, en effet, il y a eu quelques adaptations et vous verrez ça après les finales. Voilà, juste pour le questionnaire, c'est important bien sûr que le maximum de nombre de personnes puissent répondre en essayant de positionner leur projet. On ne demandera pas le détail des projets. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu réservées à expliquer leur projet. On ne demandera pas d'expliquer les projets, on demandera de les positionner sur l'axe. Et après, bien sûr, si on voit qu'un projet est bien avancé, peut justifier une mise en avant, il y aura forcément des discussions plus avancées. Mais au départ, ce sera vraiment de positionner, pas les équipes, mais vraiment les projets sur lesquels vous travaillez sur ces trois axes. Et tu fais bien de le rappeler, Jean-Dominique, encore une fois, ce n'est pas nous qui sélectionnons les projets, c'est bien l'AIS dans le cadre de leurs appels à projets. Nous n'avons pas forcément besoin d'ailleurs d'avoir le nom de chaque projet, mais de voir le positionnement de chaque entreprise ou chaque groupement d'entreprise ou de projets ou de projets même académiques, de voir dans quel niveau on se positionne de façon à pouvoir faire cet état des lieux de manière totalement anonymisée. Et après, bien évidemment, on reviendra vers vous si on aura besoin de plus de détails. Je pense qu'on en a fini pour ce webinaire. On est dans les temps et on serait très heureux de répondre à vos questions-réponses. Et on remercie toutes les personnes qui ont participé à ces axes de maturité et ces finales, parce que c'est vrai qu'avoir 74 volontaires qui participent, c'était déjà génial. Et effectivement, la plupart des gens ont réussi à participer à toutes les étapes. Donc, c'est vraiment le résultat d'un travail collectif et c'est super. Ce qui montre la richesse de la proactivité de la filière et qui est galvanisée de plus en plus. Hein. Comme tu le disais, on est contacté par pas mal de personnes. Vous pouvez contacter donc soit Jean-Dominique, dont l'adresse est dans le chat, ou moi-même, je vais vous la mettre, mais nous allons par la suite créer une adresse générique et avec un site vitrine aussi qui donnera l'issue de notre réflexion et qui sera un peu le concentrateur des informations. Alors, pour information, notre initiative et cette filière sera présentée à Eurox, qui est le congrès européen, donc, dans lequel on parlera de l'ensemble. Ça sera Thibaut qui présentera en 3 minutes, c'est un challenge, mais l'ensemble de la filière en partant du PEPR et allant jusqu'au CSF. Donc, c'est vrai que on a vraiment une visibilité nationale, mais aussi internationale qui va se mettre en place. Voilà, je crois que vous avez, je crois que vous avez la possibilité de poser vos questions directement. Je crois qu'on peut activer le mode question. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, on va attendre quelques minutes. Oui, vous pouvez les mettre dans le chat directement. Personne ne se lance. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah, pardon.
Je te laisse répondre, Benoît, c'est pour toi. Alors, à un moment donné, bien entendu, des discussions avec l'EMA vont devoir être engagées. Il est important, en fait, donc l'EMA reste, pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément au courant, l'EMA, du coup, c'est l'Agence européenne du médicament. Et en effet, c'est une agence qui montre une proactivité assez importante à l'heure actuelle au niveau de l'évolution des guidelines pour pouvoir intégrer des technologies alternatives. Donc, bien entendu, faire valoir le paysage, enfin le faire valoir et défendre la capacité française à pouvoir se positionner est très importante, mais ça doit être fait en concordance avec les autres acteurs pour justement optimiser le potentiel et l'impact que tout le travail qu'on est en train de créer là maintenant puisse avoir, d'une part. D'une autre part, c'est que ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que le travail qu'on est en train de faire, que ce soit au niveau de la définition des axes, mais aussi la définition des autres petits bouts dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui et qui sont faites par le comité, sont des outils qui peuvent être extrêmement puissants quand ils sont bien utilisés, qui peuvent vraiment être bénéfiques à d'autres agences que l'ANSM ou même le contexte français. Donc, c'est vrai que des discussions pourront être prévues à ce niveau-là. Je rajouterais qu'au-delà de toutes les réflexions des groupes de travaux avec l'ANSM, l'AIS, et que Benoît représente aussi France Biotech et fait partie de ça, beaucoup de groupes de travaux internationaux. Il y a des publications même avec les IMIR qui ont été faites, le GRC, les GVAM, etc., qui sont très proactifs. Et donc, ça fait bien partie de nos prérogatives de coordonner et de faire remonter les besoins des industriels français auprès de l'ANSM, mais aussi de l'AIMIR. Donc, mais on commence déjà avec l'AIS et l'ANSM. Bon, bah, écoutez, je vois qu'il n'y a plus personne qui écrit. Jean-Dominique, je te laisse les mots de la fin. Bah, écoutez, encore une fois, merci à tous. Donc, on compte vraiment sur vous. On va essayer de faire un autre webinaire pour présenter les finales des 2 autres axes avant le début juin, de telle façon. Et en même temps, on relancera les questionnaires parce que c'est vraiment important qu'on ait tout ce travail de mise en place des échelles de maturité. C'est pour aller plus loin, c'était pas une fin en soi. Donc maintenant, il faut que derrière, tout le monde, le maximum de personnes répondent pour qu'on ait vraiment une cartographie objective non seulement des acteurs, mais aussi des projets en France. Et ça nous permettra, comme le précisait Thibaut, de pousser en avant des projets qui seront choisis par l'AIS en particulier pour être financés. Mais pour le moment, il faut vraiment qu'on finisse le travail en cours et on compte vraiment sur vous pour avancer. Et je rappelle aussi le besoin d'avoir des volontaires pour participer aux différents groupes de travail. Donc, on va vous renvoyer une manifestation d'intérêt pour ces différents groupes de travail, de telle façon qu'on ait vraiment non seulement une cartographie, mais avec des gens qui sont actifs et qui acceptent de travailler en commun. La filière, c'est vous qui la portez et c'est nous qui la soutenons avec vous. Donc, on a tous besoin de votre implication et de votre engagement. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée.